laissant une plage de discussion pendant 30 minutes. Donc je rappelle qu'après cette heure et demie d'échange, nous avons une trentaine de minutes pour que chaque leader de Working Shop présente en 5 minutes maximum les résultats, les discussions, une synthèse des travaux de chaque groupe de travail. D'accord ? Et puis nous aurons le plaisir d'avoir une synthèse finale et nous les remercions chaleureusement par Jacques Comaille et Christian Moana. Et là nous aurons 30 minutes et nous quitterons sur un pot, pas d'adieu, mais d'un futur, je l'espère, productif. Alors l'idée de donner la parole à des étudiants, elle est assez simple et moi elle me semble très importante. C'était d'abord un petit exercice de socialisation à la recherche. C'était demander à les étudiants de faire un papier et de leur donner la parole sur cette conception de l'exception à partir d'une hypothèse qui est celle de se dire que, si on prend la notion de génération, que cette génération au sens politique, et pas simplement démographique, peut avoir vécu une expérience de l'exception ou se représenter l'exception dans leur vie quotidienne, dans leur vie sociale, dans leur projet politique. Donc je crois que c'est très important d'envisager aussi cette question-là parce que cette expérience-là, dans d'autres contextes historiques, peut donner des nouvelles expériences politiques inédites. Je pense à l'Espagne en particulier, où il faut savoir que des générations de jeunes intellectuels précarisés qui ont vécu l'austérité et l'exception ont inventé une forme politique qui s'appelle les indignés et qui a donné un parti politique. Donc, pour finir ces journées sur une note optimiste, on peut aussi envisager l'exception comme un moteur de création de nouveaux collectifs. Donc, je suis très heureux de leur donner la parole, en les remerciant à titre personnel, parce que ce sont des gens bien, et qu'ils ont beaucoup travaillé, et que là, vous allez voir la phase l'énergie de l'iceberg, mais qu'on travaille, et ces échanges ont été très fructueux, et j'espère que ça débouchera sur un papier qui sera publiable dans un numéro de revue ou un ouvrage collectif. Donc merci à vous, je vous laisse la parole. Contrôler le temps de parole, c'est la grande contrainte d'une intervention, et essayer de ne pas trop rester dans le thème. Donc merci en tout cas, et à tout de suite. Merci Jérôme, bonjour à tous. Merci de vous être levé ce matin pour nous écouter si tôt. Donc rapidement, pour resituer un peu la table ronde, je voulais juste rappeler qu'elle était née donc, de l'idée de Madame Kepeler qui nous a proposé cette table ronde en apprenant l'existence de l'association en fait. Pour ça on la remercie énormément d'avoir inclus des jeunes dans un colloque aussi sérieux, tant par son thème que sa forme et ses invités. Donc l'association La Politique, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une association qui est née il y a 1 an, une volonté d'introduire le débat politique à Sciences Po sans pour autant abandonner une certaine rigueur dans l'analyse, en fait en faisant tout simplement le lien entre des cours assez théoriques et une actualité politique très riche, notamment sous ce mandat. Donc voilà, on essaye de garder cette rigueur analytique que nos professeurs tentent vainement de nous inculquer au quotidien. Donc notre association, si elle est engagée sur le terrain, elle veut garder cette rigueur, et à l'inverse, en venant à cette table ronde, on tient à garder ce côté un peu d'engagement politique, et donc on va essayer de faire de notre petite limite, qui est le fait que nous sommes encore des étudiants encore assez scientifiques par rapport à toutes vos contributions d'hier, donc on va essayer d'en faire une liberté, un socle de créativité, on va dire. Donc voilà. Donc ici on est représenté par des élèves de 5e année, de 4e année, voire certains qui ont rejoint l'aventure en première année. Donc voilà, soyez indulgents et on espère qu'on pourra apporter un regard assez neuf. Notamment, on voulait citer qu'on représente peut-être une jeunesse. Quelle jeunesse? Donc c'est déjà celle du XXIe siècle, celle qui n'a pas vraiment connu le XXe siècle. Comme nous le disait Laure Ortiz en début d'année, les premiers élèves qui n'ont pas connu le 11 septembre sont arrivés à Sciences Po cette année, ce qui est quand même quelque chose sur notre représentation du monde et au final des gens qui ont toujours vécu dans l'ère de l'exception, comme on va le développer. Par contre aussi, il y a une jeunesse que nous ne sommes pas, c'est la jeunesse défavorisée, la jeunesse des banlieues. On reste une jeunesse assez privilégiée, assez
assez comment dire, on se ressemble beaucoup, on va dire, et on va parler de toutes les jeunesses, mais sans prétendre parler au nom de toutes les jeunesses. Voilà, c'est un peu le message. Donc notre programme est très chargé ce matin, donc je vais essayer de faire vite. Fruit donc, de 8 mois de réflexion. Je ne vais pas m'attarder en remerciements, vous m'excuserez, je vais juste remercier très rapidement donc, Jérôme, Michel et Laurence donc, de la MSH avec qui on a travaillé pendant tous ces mois, et surtout Annabelle et Laure, donc, qui sont les 2 têtes pensantes manquantes de la table ronde, et qui sont donc exilées cette année, donc qui ne sont pas cette année. Donc voilà, je vais laisser direct Alex présenter le programme. Bon, très rapidement, bonjour. Et tout d'abord, précisons ce qu'on entendra ici par exception. Et autant prévenir tout de suite les professeurs de droit dans la salle, notre définition ne sera pas juridique. Pour tout dire, nous avons fait le choix de ne presque pas parler de l'état d'urgence, qui pour nous est un événement parmi d'autres, comme un arbre qui cache la forêt, et une lame de fond donc, de l'exception qui est moins nouvelle qu'exacerbée, et qui ne saurait seulement être politique ou juridique, mais bien plus sociale. Donc nous permettrons tout d'abord de donner notre définition de l'exception, résultant plus de réflexions de novices, que d'une recherche bibliographique détaillée sur le sujet. Et nous montrerons d'abord que l'exception est autant un fait social qu'une stratégie politique biaisée et cherchant à s'imposer une domination sociale par l'imposition d'une définition sécuritaire ontologique et différenciée. Nous nous justifions surtout une présence ici autour d'une problématique concrète. Donc comment recréer des politisations communes à travers toute la jeunesse et au-delà, à l'ère de l'exception, comprise notamment comme l'ère de l'individu et de la réaffirmation de nouvelles communautés de sens devant l'abandon du social par l'État. Et si nous faisons ce constat d'une société clivée, qui se parle peu, nous pensons que c'est par la matérialité du politique et de l'engagement que nous pouvons lutter contre ce que vous avez appelé hier la repolitisation réactionnaire du populisme pénal. Et que nous continuons malgré tout à appeler dépolitisation devant le peu contenu idéologique et explicite conscientisé par la population. Donc autrement dit, on s'interrogera sur comment, dans ce contexte, recréer des identités et des mobilisations politiques à même de sauver d'une dépolitisation croissante ce que certains appellent, à l'instar de Madame Capeller, une démocratie de haute intensité. Donc, notre deuxième partie sera construite autour de deux dynamiques portées par la jeunesse militante, celle de refaire, réinventer, voire réenchanter, pour ne citer personne, le politique au sein de la société actuelle, et celle de réinventer la politique dans une optique de sécession, ces 2 méthodes partageant le but de reconstruire une sécurité ontologique commune. Donc pour commencer, donc, on va essayer de reprendre donc, qu'est-ce que l'exception, donc en précisant bien sûr qu'on a préparé le colloque avant le début du colloque, et que du coup on part d'un autre point que celui qui a été abordé ici. Donc on va reprendre très très basiquement avec un peu d'étymologie. Donc la forme latine d'exception, donc excipio, vient de ex capio, qui veut dire littéralement prendre hors d'eux, et qui contient dès le début l'idée en fait de réaction à une anormalité. Donc on reçoit la normalité et on y réagit. Dans le sens où prendre de capio donc renvoie autant l'idée de recevoir que l'idée d'agir. Dès sa signification latine, on retrouve à la fois l'idée de quelque chose qui nous arrive et l'idée symétrique de réaction en conséquence. Et en fait, à partir de ça, on a trouvé que l'exception renvoyait à 2 choses paradoxales. D'abord, elle renvoie paradoxalement donc, à la tradition, à la stabilité. C'est celle de l'exceptionnalité statutaire, dans le sens où on confère en fait, à certaines entités un statut exceptionnel, hors du commun, qui répond à des logiques différentes du reste de la société, dans le but justement de la régir et de lui donner, de lui faire garder une cohérence. Donc les chefs et les dieux donc, en sont des exemples assez invariants. L'État aussi est un bon exemple, notamment dans le fait qu'il ne peut pas être attaqué personnellement en justice par ses citoyens. On peut aussi voir la science comme une de ces institutions exceptionnelles par son statut, dont le scientifique a un pouvoir symbolique privilégié, celui de pouvoir établir les faits, ce qu'on pourrait appeler donc la croyance en l'objectivité. Et d'un autre côté, on a une exception qui peut être temporelle, donc c'est le moment, la circonstance exceptionnelle qui apparaît comme une cassure, un changement relativement brutal de référentiel commun, et la perte de garantie et de référents qu'on considérait comme acquis ou faisant consensus. Donc cette situation exceptionnelle, quand elle met au défi ce qu'on considérait comme acquis, elle demande une adaptation de nos fonctionnements, de nos manières de penser et de nos règles à ce nouvel élément. Donc soit par l'incorporation, soit par le rejet, soit donc par la mise sur un piédestal, donc avec un statut un peu exceptionnel. Donc on comprend dès ce moment l'importance de l'idée d'exception dans la structuration d'une société ou d'une identité. En définissant où est l'exceptionnel, on définit ce qui doit changer ou non et comment.
La notion d'exception apparaît intrinsèque à l'idée de pouvoir et de souveraineté. Imposer ce qui est norme et ce qui est exception est au cœur de la lutte d'énonciation menant à la légitimation des acteurs sociaux. Et en fait, ainsi va le cycle de la normalisation de l'exceptionnel. La relation entre l'exceptionnel et la règle définit les conditions, et notamment la stabilité, dans laquelle se déroule le changement. Et je pensais d'ailleurs à un élément que je n'osais pas aborder car un peu trop généralisant, mais vu les discussions d'hier, je vais quand même l'aborder. Pour comprendre l'exception comme théorisation de la société, ce qu'on essaye un peu de faire dans le colloque, on devrait peut-être essayer de le relier aux bases de la sociologie, et notamment à la notion d'exception, à la notion d'institution. Voilà. Ainsi, donc, on pourra parler à la fois des pratiques du pouvoir et des pratiques du quotidien, dans le sens où toute institution a un rapport à l'exception comme quelque chose qui lui arrive d'inédit et quelque chose qu'elle doit mettre en place pour régulariser et régularisé par un relatif consensus en son sein. Pardon. Donc, ce qu'on va se demander quand même, c'est pourquoi l'exception du coup est-elle devenue un thème omniprésent, comme inédit dans nos sociétés occidentales contemporaines, alors qu'on peut le considérer comme un mécanisme de transformation du social assez basique. En fait, ce qui nous interpelle ici, c'est le sentiment de l'inversion d'une tendance, là où toute exception semblait amenée à être normalisée, digérée ou intégrée au sein d'un système cohérent. Nous voilà dans un monde où la norme ne semble plus à même de faire sens, d'encadrer l'ensemble des situations exceptionnelles auxquelles nous faisons face, comme si l'idée d'établir une cohérence nous avait abandonnés. L'exception qui devient la règle, c'est le cours normal de toute société résiliente, mais qu'en est-il quand le concept d'exception prend la place de celui de règle ? Quand l'exception temporelle devient permanente et que l'exception statutaire est en quelque sorte atomisée, comme on va le voir avec l'individualisme notamment à contraire. Ce qu'on chercherait ici en fait à montrer, c'est le moment de bascule où les sociétés se sont vues en quelque sorte dépassées par le quotidien, où la règle n'a plus été en mesure d'absorber la nouveauté ou la spécificité, et où l'exception est devenue en elle-même normative. Car l'exceptionnel aujourd'hui semble partout. D'ailleurs, quelle meilleure formule que celle de Steve Jobs pour résumer notre temps, qui s'exclamait à la sortie de chaque iPhone « Ceci est une révolution ». Et peut-être n'exagérait-il pas tant. Au final, quel changement radical dans notre rapport au monde et aux autres que l'invention du selfie, de l'information permanente et en direct, le tout rassemblé dans des plateformes telles que Facebook, dont les algorithmes sont basés sur la stimulation virtuelle de nos satisfactions personnelles. La première des exceptions, au final, c'est nous-mêmes. Et cela renvoie donc à la conception donc, de l'individu abstrait et déconnecté du collectif, ou du reste du vivant, donc principe si cher au droit occidental, et qui n'est pas une évidence partout, si on se penche notamment donc, par exemple sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui englobe donc tout individu dans un réseau de vie. Aujourd'hui, donc, cette conception d'individu abstrait donc, est exacerbée donc, dans un idéal individualiste donc, qui est omniprésent, et on peut se demander jusqu'où l'exception confirme la règle, et à partir d'où elle croit pouvoir simplement y déroger. Donc mes copains reviendront sur cette question de l'individualisme et des communautés un peu plus tard. Surtout, l'exception permanente, l'enchaînement des situations proprement exceptionnelles, changeant le rythme de nos vies, n'est-elle pas le fruit, au moins entre autres, de toutes ces révolutions successives et exponentielles, dont le smartphone n'est que l'un des plus iconiques, qui ont transformé notre monde en l'espace de 2 siècles, au point de faire entrer la Terre dans une instabilité, elle aussi exceptionnelle. Donc, par exemple, si les logiques du capitalisme et de l'industrialisation nous ont fait rentrer dans l'anthropocène il y a 1 ou 2 siècles, c'est notre Élise Lucet nationale, donc H Investigation, qui nous rappelait sur France 2 il y a une semaine qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas une seule tonne de plastique sur Terre, qu'aujourd'hui, il y en a 8,3 milliards de tonnes produites qui forment des continents artificiels. On pourrait aussi mentionner le fait que le premier supertanker sort en mer en 1938, que le premier avion de ligne décolle en 1952, et que Internet n'a, lui, pas plus de 20 ans, mais a déjà rejoint la course à l'industrie la plus polluante. Et donc, par manque de temps, on reprendra Giddens, qui a eu le génie de résumer sa théorie de la modernité radicale ou extrême ainsi, tout fout le camp. Seul comme ma grand-mère rajoute, il n'y a plus de saison. Et devant ces 2 constats, on comprend l'importance de s'interroger sur la vision que peuvent avoir les enfants du XXIe siècle sur leur avenir, plus qu'incertain. Notre période est exceptionnelle et donne le vertige. On se souvient d'ailleurs de ce manuel d'histoire de préparation au concours de Sciences Po, sous la direction de Fabrice Touchard, au nom explicite de « Le siècle des excès ». Donc si l'écologie n'a pas été au centre de ce colloque, c'est pourtant dans l'histoire et la sociologie des sciences et des techniques, disciplines consacrant l'impact de nos sociétés sur l'environnement, qu'on retrouve un corpus à même de comprendre les origines de l'ère de l'exception.
On peut ainsi citer Ulrich Beck, qui dit « Dans la société du risque se dessine ainsi le potentiel politique des catastrophes. S'en prémunir et les gérer, voilà qui peut impliquer une réorganisation du pouvoir et des attributions. La société du risque est une société de la catastrophe. L'état d'exception menace de devenir normal. » Donc à travers cette idée d'exception justifiée par la catastrophe, cette citation contient une dimension éminemment politique qui nous fait alors penser donc, à la fameuse phrase de Carl Schmitt qu'on a tous abordée ici, et dont Beck est lecteur. Est souverain celui qui peut décider de la situation d'exception. Car si nous faisons ici l'hypothèse avec Beck que le régime de l'exception est lié à la société du risque, ou plutôt à la mise en risque de la société, il faut comprendre que les notions de risque et d'exception relèvent du discours, de la justification et finalement de la lutte d'énonciation politique. Et force est de constater qu'aujourd'hui, la situation exceptionnelle justifiant les mesures exceptionnelles n'est pas d'ordre climatique, mais plutôt d'ordre économique ou sécuritaire. Si jusqu'ici, cette exceptionnalisation du monde apparaît comme un fait social en lame de fond et de long terme, on peut aussi le considérer comme une stratégie politique. Le dernier exemple, en date, serait donc la fuite venant du lobby patronal européen, donc dirigé par notre cher Pierre Gattaz, national lui aussi, d'un document expliquant clairement que le patronat devait montrer un accord de façade aux mesures environnementales européennes, mais devait les combattre frontalement en coulisses. Donc, le document est sorti il y a une semaine, assez choquant. On a là l'exemple flagrant de ce que la Tour appelle le camp des hors-sols, qui, aux côtés donc, de transhumanistes comme Elon Musk, ont fait sécession du reste de la planète, dans une logique remontant à la naissance donc, des monothéismes, sur laquelle j'ai pas le temps de revenir ici, d'exception de l'homme vis-à-vis de la nature. Bref, au final, le message est un peu tous sur Mars, sauf les pauvres. On aperçoit ici que la démocratie de haute intensité ne peut pas être une solution pour les dominants aujourd'hui, et finalement comme toujours, car cela impliquerait une remise en cause évidente de leur mode de vie, incompatible avec la finitude matérielle de la planète. À ce propos, le jeune historien Jean-Baptiste Fressoz, auteur de l'événement Anthropocène, définit la modernité comme une somme de petits coups de force, de situations imposées, d'exceptions normalisées. Entendez, une libéralisation progressive et à petits pas de la société à des normes censées protéger l'intérêt commun. Car d'un point de vue de stratégie politique, on peut se demander à quelles règles veut-on faire exception aujourd'hui, petit à petit. Si on prend nos deux formes d'exception, d'un point de vue temporel, le discours de l'exception insiste sur le fait que nous connaissons aujourd'hui une crise sécuritaire et une crise économique. Et ces justifications, fruit d'une lutte d'énonciation marquée par des rapports de force très inégaux aujourd'hui, induit une révision de nos exceptions statutaires. Par exemple, l'État, comme l'a montré Boaventura de Sousa Santos ou Madame Capeller, resserre sa souveraineté sur sa compétence pénale, abandonnant sa mission de fédérer une communauté de sens national, donc à travers l'État de droit et l'État-providence, attaqué presque dès son instauration, une fois le patronat remis de la Seconde Guerre mondiale. Autre exemple, la production du savoir à l'ère de la démocratisation. Désolé. Autre exemple, donc, à l'ère de la démocratisation du savoir et de la science, on peut parler donc, de l'émergence d'une science d'un genre particulier, donc, qui est celle des experts, dont mon mémoire de fin d'études tend à montrer qu'ils n'ont d'indépendant que le nom et qu'ils interviennent dans des commissions dont le cadrage est favorable à des projets politiques, eux-mêmes déterminés grandement par un pouvoir économique. Et l'exception est aussi là, comme le dit Harry Collins, donc un spécialiste de la question de la participation et de l'expertise. On est passé de controverses où on débattait de ce qui était vrai, à des instances de concertation citoyenne où on décide quel est l'expert qui sera accrédité à dire ce qui est vrai. Et de que croire, on est passé à qui croire. À travers la perte de souveraineté de l'État, mais plus généralement à travers la difficulté grandissante de former des communautés de sens commun, on peut rattacher l'exception normative à un dernier concept, celui de confusion, et rendre hommage ici à notre cher professeur, jeune professeur Benjamin Goris, qui est un grand fan de Michel Debré, définit le moment de crise et l'état d'exception comme une perte d'autonomie et une transversalité des champs du pouvoir. Cette confusion nous apparaît clairement dans les politiques libérales de privatisation en cours, comme la mise en confusion des sphères de pouvoir, donc, notamment à travers la pratique du pantouflage, que décrit Laurent Maubuit dans son tout dernier livre, La caste, où le politique et les questions morales donc, sont esclavagisés à la logique financière, comme on a pu le dire, mais aussi la confusion des sphères publiques et privées au sens d'Habermas, rendant de plus en plus laborieuse l'élaboration d'une raison critique. Pour conclure, donc, je fais encore une fois cette humble proposition d'introduire un lien entre la notion d'institution et d'exception. Peut-être peut-on lire les conflits entre groupes sociaux aujourd'hui comme la volonté de déstabiliser la sécurité ontologique de l'ennemi, de l'adversaire, et de déinstitutionnaliser l'autre, c'est-à-dire de l'empêcher d'être résilient face aux changements constants.
Diviser pour mieux régner passe peut-être aujourd'hui par la dilution permanente des repères et des règles communes en constante reconstruction. Donc en l'exception de normes, elle le fait dans la confusion, notamment dans la confusion de la hiérarchie des normes, comme nous l'avons vu avec les lois travail de 2016-2017. L'exception normative norme la société en la dérégulant. Elle norme par le flou, mais norme quand même, car c'est encore elle qui donne le là, qui fait la loi. C'est justement ce qu'Adèle va tenter de nous montrer avec 2 exemples récents. Comment mettre en loi de nouvelles problématiques à l'époque de la libre utilisation. Pardon. Et donc ma partie va consister à faire une étude exhaustive du passage du vide juridique à un certain flou juridique aujourd'hui, notamment en France. Et nous allons donc discuter de ces 2 notions à partir de 2 exemples qui sont d'une part le big data et la protection des données personnelles, et d'autre part le parallèle fait entre la loi sur les lanceurs d'alerte et celle sur le secret des affaires. Donc nous allons définir ici le vide juridique comme une notion révélant l'absence de normes applicables à une situation donnée. Donc on a souvent retrouvé cette situation de vide juridique concernant la collecte et l'utilisation des données personnelles. Et cette collecte a été démultipliée ces dernières années, et notamment, ce n'est que récemment qu'un cadre juridique s'est dessiné. Pour ce qui est de ces données numériques, l'Union européenne s'est saisie de cette question par le biais du règlement européen sur la protection des données, la RGPD, qui est entré en vigueur le 25 mai 2018. Et à cet égard, nous voulions étudier plus précisément en quoi finalement les citoyens s'étaient saisis possiblement de ce droit, s'ils s'y sentaient concernés, voir s'ils revendiquaient véritablement des droits sur Internet et concernant leurs données. Donc nous n'avons pas fait d'enquête très approfondie sur le sujet, mais nous nous sommes appuyés sur un colloque qui a été donné à la Maison des sciences de l'homme en Bretagne en juin 2018, intitulé « Pourquoi et comment étudier la sensibilité individuelle à la protection des données personnelles ». Donc ce colloque a été tenu par le réseau Sensible Data, et nous avons pu apporter quelques éléments sur cette prise en compte ou non des droits par les citoyens, et comment est-ce qu'ils pouvaient revendiquer éventuellement une certaine légitimité et une certaine maîtrise de ces données personnelles. Là, nous nous sommes rendus compte, donc, pour tout ce qui concerne le déréférencement, le droit à l'oubli, l'auto-habilitation sur Internet, que ces notions sont particulièrement complexes, et que le lien de causalité n'est pas évident entre ce qui est proposé par ce cadre juridique et ce que les citoyens sont véritablement en mesure de faire. Comme l'expliquait un expert de la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, donc déjà on remarque que cette expertise est donc réservée à une certaine sphère, qui était donc présent à ce colloque. Il présentait donc ce nouveau bandeau que tout le monde voit aujourd'hui sur Internet, qui est un bandeau qui apparaît en bas de votre page Internet. En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies tiers, etc., destinés à vous proposer des vidéos et des contenus de plateformes sociales, auxquels le citoyen est tenu à répondre seulement de 2 manières: j'accepte ou je quitte le site. Et donc finalement, on peut voir que ce droit apparaît comme incomplet, il se construit, il demeure un champ très complexe, et finalement, on peut difficilement voir comment le citoyen peut se saisir d'une certaine maîtrise de ses données seulement en pouvant accepter ou quitter un site Internet. Et à cet égard, on voit donc que c'est un certain flou juridique qui est pour l'instant en cours sur les données personnelles, et qu'on ne peut pas vraiment dire que le citoyen maîtrise véritablement l'usage de ces données. Concernant un deuxième exemple, donc celui du parallèle entre la loi sur les lanceurs d'alerte et celle sur le secret des affaires, donc je voulais rappeler un peu au niveau historique et sociologique comment il s'est implanté en France. Donc, le premier exemple date du False Claim Act des États-Unis en 1863 durant la guerre de sécession. La notion de lanceur d'alerte est très ancienne. Et elle a été reliée seulement récemment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que la Cour de justice européenne. Et donc, d'après Transparency International, il y a seulement 10 pays qui ont une législation avancée en faveur des lanceurs d'alerte en Europe aujourd'hui. En France, c'est le sociologue Francis Torino et David Orny, dans leur ouvrage Les sombres précurseurs, une sociologie de l'alerte et du risque, qui ont
introduit ce terme en France. Et c'est la spécialiste du droit Noël Lenoir qui a montré qu'en France, le terme de dénonciation avait aussi porté un lourd passé concernant l'époque de Vichy, et donc dénoncer n'était pas forcément très simple à incorporer dans le langage juridique en France, et que ce terme de lanceur d'alerte avait aussi un obstacle au niveau étymologique à divulguer au sein de la sphère juridique. Donc les exemples sont nombreux, que ce soit l'affaire du Mediator, les laboratoires Servier, les révélations sur l'affaire LuxLeaks et j'en passe. Et le nouveau statut protecteur du lanceur d'alerte a été véritablement intégré par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016. Et comme nous en parlions hier, et que Madame Capeller nous parlait du langage qui avait été modifié, le langage sécuritaire, le langage pénal, on le retrouve justement dans ce texte de loi qui introduit véritablement un langage agressif et sécuritaire concernant une personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi un crime, un délit, une violation grave, un acte unilatéral, une menace ou un préjudice grave. Donc on est clairement dans un langage pénal et sécuritaire, et on sait combien pour les citoyens cela peut être difficile de devenir un lanceur d'alerte en fait, étant donné les conditions précaires que peuvent avoir certaines personnes au vu de leurs conditions de travail, les obstacles et les rebuts procéduraux qui peuvent être inhérents à se lancer dans une telle procédure. Et à cet égard, Transparency International a même formulé un guide à l'usage de lanceurs d'alerte pour tout faire pour que le vide juridique soit comblé et que les gens se saisissent de ces droits dont certains n'ont même pas connaissance. Il est ensuite important de souligner que cette loi sur les lanceurs d'alerte ne concerne évidemment pas les personnes morales, telles que les associations, les entreprises ou les syndicats. Et pour ce qui est des entreprises, elles sont justement concernées par une loi qui va à l'encontre de cette loi sur les lanceurs d'alerte, qui est celle sur le secret des affaires dont vous avez sûrement entendu parler, et qui a été adoptée au niveau national en juin 2018. Donc elle a fait du bruit et elle a donc inquiété les personnes et les associations qui étaient en faveur de l'implantation de la loi sur les lanceurs d'alerte. Et il est important de souligner que donc, cette loi vise à dissuader l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicite des secrets d'affaires. J'insiste sur illicite. Et une dérogation de cette loi réside notamment dans un alinéa qui est consacré aux journalistes, qui est celle d'exercer le droit à la liberté d'expression et de la communication, y compris le respect de la liberté de la presse. Donc déjà cette tournure très générale pose question, et on voit que finalement cette loi sur le secret des affaires réintroduit une dérogation dans ce qui avait été normalisé, ce qui avait été encadré par la loi des lanceurs d'alerte, et à cet égard, ces lanceurs d'alerte se retrouvent leur statut particulier qu'ils avaient avant la loi sur les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire finalement, le journaliste, par cette dérogation dans la loi du secret des affaires, il apparaît comme problématique. Et finalement, cette inflation de normes apparaît finalement comme contradictoire, car cette loi place le journaliste en position de défense de son métier. Il doit se justifier. Il apparaît donc à revendiquer, défendre ses droits, ce qui normalement est complètement acquis pour un journaliste qui travaille pour l'intérêt général et qui est normalement totalement... qui n'a pas de question à se poser sur le bon sens de son métier. Donc finalement, la limite apparaît assez floue et contradictoire sur ces deux lois lorsqu'on les met en parallèle l'une de l'autre. Et on peut aussi ajouter que cela reste aussi à l'appréciation des juges pour certaines situations. Je voudrais parler notamment de l'exemple controversé de l'inspectrice du travail, Laura Pfeiffer, qui a été donc une inspectrice du travail qui a été condamnée en 2013 pour avoir dénoncé des conditions de travail hors normes dans la multinationale Tefal, et un salarié de l'entreprise lanceur d'alerte qui lui aussi a été condamné, et leur condamnation a été pécuniaire avec sursis en première instance et justifiée pour violation du secret professionnel et recel du courriel de l'entreprise, qui a été confirmé ensuite en appel. Donc les deux ont été condamnés. Le salarié lanceur d'alerte a été licencié pour faute grave, et l'inspectrice a pu, elle, retrouver l'exercice de son métier. Et on voit donc toutes les limites finalement de cette loi, et d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une inspectrice du travail qui, elle, ne faisait qu'appliquer à la lettre son métier.
Donc finalement, on peut dire qu'à partir de ces deux exemples, des lanceurs d'alerte et le secret des affaires, on voit que le droit se manifeste bien sous tous ses angles. À la fois le droit comme un recours pour protester, dénoncer l'illégal, l'illégalité, voire le légal, parce qu'on peut aussi voir avec l'affaire LuxLeaks, lorsque l'affaire a concerné la révélation d'accords fiscaux entre des entreprises et des administrations, que finalement l'illégal et le légal sont dans une situation de flou. Et donc, comme le rappelle Yura Israël, le droit peut être une arme, un recours pour protester, mais également un instrument de domination réelle, pouvant retourner des situations et instaurant ainsi du flou juridique et de l'instabilité. Finalement, à partir de ces deux exemples de données, nous pouvons donc souligner l'immense instabilité, insécurité, voire précarité qui s'abat sur des métiers de l'information et de la communication comme celui des journalistes. Et à cela s'ajoute que ce ne sont pas seulement les moyens à disposition des citoyens qui sont menacés, mais tout autant les citoyens eux-mêmes au sein du monde social, et c'est ce que nous allons voir avec Jules maintenant. Donc en effet, la sécurité des individus, que ce soit au sens ontologique, donc ça peut renvoyer à leur identité, mais aussi leur moi, leur psychisme, et physique, leur corps et leur rapport au corps, semble pertinente pour étudier ces problématiques, car nous avons choisi pour cela de ne pas nous limiter, comme nous l'avons dit en intro, au traitement de l'état d'urgence. Des phénomènes et processus connexes, mais aussi indépendants et antérieurs, sont à l'œuvre et agissent directement sur les individus, et notamment au niveau local. Donc une telle réflexion s'organise nécessairement pour nous autour de ce que l'on perçoit, de ce que l'on côtoie. Nous devons donc prendre en compte notre mode et nos lieux de vie, pour comprendre que le centre-ville toulousain, au sens de matérialité, mais aussi de la population le composant, que nous arpentons au quotidien et à toute heure du jour et de la nuit, est traversé de ces problématiques d'exception et d'érosion du droit. Donc seront mobilisées ici des articulations d'exemples et d'éléments théoriques basés sur l'idée de l'existence d'une dynamique de sécurisation du monde social et de réduction de la sécurité de certains groupes. Donc moi je vais m'appuyer sur un peu ce que j'ai commencé dans le mémoire de recherche, donc articuler les concepts très classiques de Foucault qui ont déjà été évoqués dans le colloque, et aussi des approches critiques de la théorie de la sécurité, comme par exemple Thierry Balzac. Donc le concept foucaldien de gouvernementalité qui renvoie à un ensemble relativement cohérent de procédures, d'institutions, de réflexions, de pratiques, d'instruments mis en place par l'État, ainsi qu'une pluralité d'autres acteurs, dans l'optique d'exercer un contrôle sur la population, en tant comme corps et non de masse, et notamment sur sa personnalité, son identité ou ses capacités d'action, s'exprime à travers les concepts de biopolitique et de surveillance. Donc pour faire très vite, la biopolitique consiste en l'articulation entre vie et politique, la démarcation entre ce qui doit vivre ou mourir, induisant donc une fragmentation et une hiérarchisation de la population. Cela peut concerner par exemple le matériel anti-SDF, installé aux abords d'un bâtiment public accoudé à l'université du Capitole, où on se rend tous les jours, ou bien l'expulsion par des équipes de police municipale de personnes SDF dans l'espace public, sans autre justification apparente que leur existence déviante, frisant à minima des procédures extrajudiciaires. Et cela dans une optique donc de démarcation et de contrôle indirect et direct entre ceux qui sont les bienvenus, qui peuvent et sont même encouragés à vivre, à produire, et les indésirables, ceux que l'on ne peut supprimer au sens littéral, mais dont on supprime l'identité citoyenne et leurs droits de citoyen. Ces exemples illustrent ce concept de biopolitique appréhendé au quotidien au niveau micro, mais montrent aussi que l'érosion des droits, notamment via des mesures censées relever de l'exceptionnel, comme donc l'expulsion de certains types de populations, n'est pas seulement un principe qui est généralisé à la société, mais fortement différencié entre les segments d'une population occupant le même territoire, traversant une matérialité similaire. Donc la biopolitique vise à établir un contrôle de l'individu, parfois via des instruments juridiques, mais dont les effets transcendent toujours le strict cadre légal. La notion connexe de surveillance, qui vise et induit la mise en place d'une forme d'autorégulation des citoyens, et permet, via donc différents instruments, l'intériorisation de ces mécanismes de surveillance, crée ainsi la surveillance continue alors que l'action est discontinue, c'est le concept de panoptique. Donc tout cela peut paraître extrêmement inquiétant si on considère la protection de certains droits fondamentaux, tels que la protection de la vie privée, mais aussi le droit à l'oubli. La prolifération de ces systèmes ou dispositifs de surveillance n'entraîne-t-elle pas presque mécaniquement une érosion de nos droits ? Même sans apporter une réponse tranchée à cette interrogation, on peut se demander quel est l'impact, par exemple, de certaines politiques publiques de sécurité municipales, comme l'installation à Toulouse, dans le centre-ville,
de 329 caméras de surveillance supplémentaires entre 2014, où il n'y en avait que 21, et 2017, sur notre liberté à tous. Donc la caméra n'est pas un instrument neutre, hein, leur utilisation peut contraindre la normalisation et l'intériorisation, voire l'autorépression de certains comportements chez les individus, comportements qui peuvent, sous une autre perspective, être considérés comme nos droits. Donc alors l'installation de caméras parlantes revêt une dimension quasiment orwellienne et vise à normer des comportements propres à plusieurs segments de la population. Alors ça peut paraître trivial, mais tel qu'empêcher la consommation de boissons alcoolisées dans certains espaces publics. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette restriction n'a pas toujours fait sens, que ce soit pour la population ou pour les autorités, par exemple lors de la précédente mandature. Donc nous avons relevé l'idée sous-jacente d'accroissement des dispositifs sécuritaires et de contrôle dans l'espace social. Néanmoins, on peut se demander dans quelle mesure ces processus de sécurisation touchent différemment les individus en fonction de certaines caractéristiques sociales, produisant ainsi une précarisation de ce monde social, soit par l'accentuation de contraintes sur des individus déjà dominés, ou en excluant d'autres de toute politique de sécurisation. Donc effectivement, tout processus de sécurisation semble nécessairement impliquer deux versants, ceux qui sont protégés et ceux dont on les protège. La menace censée être exercée par ces derniers peut être non seulement physique, mais peut également être beaucoup plus abstraite. Par exemple, lorsqu'on ne veut pas côtoyer ou qu'on a peur de côtoyer, de rencontrer dans l'espace public certains individus en raison de critères ethniques, culturels, de la tenue ou de l'apparence physique. Cette vision de ce qu'est la sécurité et de ce qu'est le danger au sens large repose sur une dimension cognitive. C'est ce que l'on a appris à désigner comme tel, le rapport à l'altérité, l'idée que l'on se fait du niveau de dangerosité de notre époque ou de notre lieu de vie. Donc tenter de déconstruire ces cadres cognitifs et ces pratiques de la sécurité, ça renvoie à interroger pourquoi la personne SDF est expulsée d'une artère passante, pourquoi l'étudiant manifestant est confronté à de la violence policière, ou encore pourquoi les caméras parlantes jouent le rôle d'inhibiteurs de comportements qui sont jugés déplacés. Donc en somme, pourquoi certains individus voient leurs droits de plus en plus remis en question, bafoués ou ignorés. Donc de plus, le tout surveillance ou le tout sécuritaire, comme on peut beaucoup l'entendre, ne concerne pas la protection de tout le monde, au sens où certains pans de l'insécurité ne sont pas pris en charge par les autorités publiques, alors qu'ils concernent parfois fortement de larges parties de la population. Nous pensons notamment aux violences et incivilités dans l'espace public basées sur la variable de genre, qui est complètement laissée pour compte par des visions traditionnelles de la sécurité. Certains quartiers de Toulouse, et bien sûr de nombreux quartiers de nombreuses autres villes, sont le théâtre d'une ségrégation des femmes dans l'espace public, par exemple. Donc ça engendre chez ces femmes un profond sentiment d'insécurité, de mal-être, sans pour autant être considéré comme une priorité, ou même une préoccupation dans l'exercice du travail des forces de sécurité. Donc que ce soit en matière de lutte contre les incivilités à caractère sexiste, mais ça peut aussi se combiner avec les incivilités à caractère raciste. Donc une dérive de ces pratiques sécuritaires peut renvoyer à l'idée d'une dérive totalitaire, à travers une normalisation de méthodes auparavant qualifiées d'exceptionnelles, ainsi que la réduction de notre capacité à nous protéger juridiquement des effets néfastes de cette évolution de la gouvernementalité. En prenant en considération les principaux acteurs impliqués dans la production, la conceptualisation de la sécurité, au niveau national comme au niveau local, que ce soit au niveau des politiques publiques ou de pratiques plus strictement discursives, il semble n'être laissé que guère de place à des visions de la sécurité, comme par exemple procédant et visant l'émancipation des individus, donc à l'instar de celle portée par les théories critiques de la sécurité. Donc ceci peut constituer une première base explicative aux différents processus d'érosion des droits et de normalisation de l'exception à travers les pratiques sécuritaires d'acteurs publics et étatiques. Donc on peut se demander comment c'est possible de garantir la sécurité des individus au sens plus élargi de liberté, de bien-être, de sentiment de sécurité, de façon égale et dans la diversité, si la matrice conceptuelle et opérationnelle des efforts de sécurisation de la société, notamment des acteurs dominants, marginalise totalement ces notions. Enfin, nous pouvons observer que cette exception statutaire qui instaure une sécurisation de l'espace public vient exclure une partie de la population et engendre une individualisation au sein de l'espace social. Cette individualisation se manifeste par le fait que les individus se ressentent sur des ancrages nationaux, voire nationalistes et locaux. Bruno Latour explique notamment cela dans son essai « Où atterrir ?», où face aux modifications économiques, sociales engendrées par la globalisation, les individus les plus exposés à ces risques sont amenés à se méfier et donc à se tourner
vers la revendication d'un ancrage national centré autour d'une communauté. Aussi, cette individualisation est le résultat d'un discours implicite et explicite de responsabilisation des individus. En 2017, l'économiste Jean Pisani-Ferry annonce que le contrôle de la recherche d'emploi doit être plus ferme, drastique. Ainsi, les personnes en recherche d'emploi ne pourraient pas décliner plus d'une offre, auquel cas elles se verraient supprimer une partie de leurs allocations chômage. Cette réduction de droits, ici dans le cadre du droit du travail, a un effet sur l'expérience des inégalités et de la précarisation au sein de l'espace social. On peut également citer l'initiative de l'agence Pôle emploi de Compiègne qui, en mi-2017, diffuse la journée type d'un demandeur d'emploi efficace. Ce tableau, qui est accompagné de la mention « L'art de booster votre recherche d'emploi », illustre ce phénomène de responsabilisation des individus. Ici, les personnes à la recherche d'un emploi se voient prescrire un programme strict. La responsabilisation est ici implicite. Si la personne ne trouve pas de travail, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas suivi ce programme. Les directives qui sont présentées ici inscrivent l'individu au chômage dans une posture qui est quasi infantilisée, où il doit se comporter de telle façon. De plus, cette responsabilisation engendre une individualisation dans la mesure où ici, elle est mise en scène au sein même de la vie privée de l'individu. En effet, on peut voir qu'il lui est dicté à quelle heure manger, à quelle heure prendre sa douche, etc. Suivant ce discours, les individus seraient responsables de leur situation précaire car elle serait le résultat d'un choix individuel et non le résultat de mesures politiques et sociales. De même, le discours sur l'immigration aujourd'hui ne se fait plus en termes racisés mais en termes responsabilisants. On peut se rappeler le discours de Macron sur les Africains qui devraient rester chez eux et construire leur avenir plutôt que de partir. Enfin, on peut évoquer l'individualisation non pas comme une conséquence d'une hausse des insécurités et de la précarisation, mais comme une cause de l'hyperjuridicisation dont nous avons parlé plus tôt. Afin d'expliquer cela, on peut citer le philosophe Jean-Claude Michéa qui part de la définition de liberté au sens de l'idéologie libérale, où être libre signifie être propriétaire de soi-même, de ses choix et de son corps. La seule limite de cette liberté est ici celle des autres, et les droits entrent alors dans une perspective d'illimitation. Au prisme de cette définition, l'individu est considéré au premier plan, hors de la communauté et de la société. C'est donc par ce biais que se construit l'individualisation dans la mesure où le collectif n'est pas pris en compte. Cette perspective, comme l'explique Michéa, fait que les choix individuels ne sont plus comme impactant le monde social. L'hyperjuridicisation du monde social apparaît alors en réponse à cette individualisation afin de maintenir une cohérence au sein de la société. Cette hyperjuridisation reste cependant à nuancer dans la mesure où toutes les institutions dans lesquelles se retrouvent les individus ne sont pas touchées par la multiplication de normes, mais on reviendra sur ce point-là plus tard. Surtout, il faut prendre en compte que cette hyperjuridicisation n'est pas seulement imposée aux individus. La perte d'un discours commun propre à la loi s'est affaiblie par la contractualisation de celui-ci. C'est en tout cas ce que pense Marcel Gauchet, pour qui le passage de la souveraineté du peuple à celle de l'individu correspond aussi au changement de vocable de démocratie à l'état de droit, où les droits de l'homme sont moins valorisés en tant que valeur universelle, idéale à atteindre, mais davantage comme un droit applicable en droit commun et opposable à chacun pour faire valoir sa propre situation. Cette hypothèse, qui est particulièrement globalisante, serait à nuancer, mais elle nous permet tout du moins de questionner la façon dont les individus se représentent la société de l'exception. Si certains comprennent le droit comme un outil personnel, d'autres se battent pour en changer la substance, la signification ou la portée. C'est cette tension qu'on va chercher à étudier, dans la deuxième partie de notre exposé, en se demandant quel lien collectif entretient la jeunesse aujourd'hui et quelles sont les possibilités de protéger sa sécurité ontologique entre intersectionnalité au sein de la société ou organisation de communautés autonomes. Donc, ce qui nous amène à notre grand 2. Donc nous allons tenter, en résumé, de parler d'une part des résistances de la jeunesse face à ces discours d'exception et surtout comment ces discours d'exception vont modifier notre façon de se représenter et de lutter. Nous parlerons donc de la jeunesse dans sa pluralité. Donc on n'en parlera bien sûr pas comme un groupe plus ou moins homogène, ça n'aurait pas de sens. Et on peut dire même qu'aujourd'hui, la fracture entre les différentes jeunesses est particulièrement visible aujourd'hui. Donc nous parlerons surtout dans cette partie en fait de deux jeunesses, l'une entre guillemets la nôtre, étudiante, urbaine, peu issue de l'immigration du moins récente, plutôt engagée politiquement,
et une autre du coup plus issue d'immigration, plus déconnectée des luttes politiques dites classiques, donc c'est-à-dire celles qui sont visibles en manifestation. J'ai par exemple en tête la marche pour le climat qui a lieu récemment dans toute la France. Lorsque donc nous parlerons de notre expérience en tant que jeunes, nous en avons conscience tout autour de cette table d'être un groupe plutôt homogène socialement. Donc nous sommes tous étudiants, à Sciences Po de surcroît, donc il serait bien sûr trop long ici de détailler pourquoi cette formation est loin d'être neutre, et nous sommes tous plus ou moins militants, donc à des degrés divers. Voilà, donc comme je l'ai dit, nous ne risquerons pas donc, à parler au nom de la jeunesse issue de l'immigration. Voilà, en revanche, nous pensons qu'il serait impensable de ne pas en parler, et nous avons malgré tout avec eux un certain nombre, un nombre relatif du coup d'expériences et de références en commun. Donc voilà. Donc pour la jeunesse dite militante, on observe une volonté donc d'échapper au cadre et à la récupération. Donc de ce que nous pouvons dire dans notre expérience, les jeunes autour de nous, s'ils sont politisés et engagés sur différents fronts, sont très peu affiliés aux organisations de masse, comme les partis, ou dans notre cas, les organisations, les mouvements de jeunesse des partis, donc du type, par exemple, les jeunes communistes ou le mouvement des jeunes socialistes, MJS. On pourrait pourtant, dans un institut dit d'études politiques, s'attendre à trouver un certain nombre d'étudiants dans ces structures, or il n'en est rien. Donc voilà, on va tenter aussi d'expliquer cette méfiance des étudiants politisés avec les structures militantes, donc des partis, on va dire, de cadre. Parce qu'il existe en fait une espèce de crise de la représentativité, surtout chez les jeunes qui acceptent de moins en moins l'idée d'être représentés, que quelqu'un ou quelques structures parlent à leur place, à notre place. Donc quitter la société aussi de masse pour une société plus individualiste, d'une certaine manière, c'est aussi refuser les grandes idéologies du siècle dernier, s'émanciper vers une nouvelle sphère où chacun peut expérimenter une nouvelle solution. Donc les dérives autoritaires et totalitaires de certains mouvements communistes, la résignation des socialistes sous François Mitterrand sont autant d'exemples qui incitent les jeunes d'aujourd'hui à se méfier des rêves collectifs portés par les partis et idéologies. Donc ce rejet va aussi s'exprimer en réaction face au mouvement des années 90-2000 du type « touche pas à mon poste ». En France, finalement... touche pas à mon pote, pardon. Finalement... c'est une forme de politique aussi. Certes. Finalement majoritairement blanc et récupéré par le Parti Socialiste. De manière générale, un certain nombre de luttes se sont retrouvés dépossédés de leur message initial lors de certaines coalitions de causes. Par exemple, au sujet des luttes LGBTQ+, la Gay Pride, par exemple, s'est instituée comme un événement fédérateur de différents mouvements militants de ces luttes. Or, un certain nombre d'associations, donc par exemple à la dernière Gay Pride, je pense à l'association Kitoko, sont montées au créneau pour dénoncer la récupération de l'événement par un certain nombre de groupes ou acteurs, donc par exemple l'entreprise Tinder, le groupe La République En Marche ou encore la police nationale, en les accusant donc de pinkwashing. Donc, tous ces groupes avaient un char à la Gay Pride. Voilà, le pinkwashing, donc c'est-à-dire s'intégrer dans une communauté de cause, donc ici les droits LGBT, pour ensuite, entre guillemets, laver ses péchés commis dans un autre contexte. Donc une militante racisée et queer mettait en lumière l'ironie de se faire contrôler à 11h sur le chemin de la Gay Pride, pour ensuite, à midi, arriver à la Gay Pride, se faire arroser par des pistolets à eau du char de la police. Donc là, on va vous montrer une courte vidéo, du coup, illustrant cette situation. Je suis un jeune Renoir sauvage du 9-3 qui se lève chaque matin dans les contours du calage criminel. Je m'identifie comme trans non-binaire, je suis de confession musulmane et j'ai toute ma place en fait à cette marche de fierté. Quand on est queer et musulman, on ne peut pas adhérer à l'inter-LGBT, on ne peut pas avoir de char à la marche des fiertés. On souhaite avoir le soutien des associations LGBT blanches ou même racisées, non blanches,
On est confronté à autant de l'islamophobie que de la négrophobie. De part et d'autre, aucune association afro ou asiatique a son char. Il y a réellement une mise en avant du char du flag, l'association des flics LGBT et un char pour le parti politique de Macron. Ce qu'on appelle le pinkwashing, l'idée que le gouvernement de la ville de Paris se donne une image alors que derrière, des politiques complètement répressives envers les migrants, dans les migrants queer et trans. On mange vraiment le décalage en fait entre la médiatisation, les politiques et en fait ce qui se passe en réalité. Faire Saint-Denis, Paris en se faisant contrôler à Saint-Denis, à Gare du Nord, ici, pour ensuite passer devant le char de flics en uniforme qui nous tirent dessus avec des pistolets à eau. Est-ce qu'on parle réellement de l'impact psychotraumatologique de ces politiques-là? Ambiance technoparade, ambiance super capitaliste entre char Tinder, char Microsoft. Qui est fier de pouvoir marcher si on n'est même pas représenté en fait? Pour continuer dans cette logique, sur Twitter cet été, le hashtag WhiteGoShow, dont on va afficher un exemple, a été dans les plus relayés en France durant une semaine. Et à travers ce dernier, de nombreux jeunes militants se revendiquant comme racisés, c'est-à-dire qui ont subi un processus de racisation, qui subissent leur couleur de peau dans l'espace public au quotidien, pointaient les travers de ce qu'ils appelaient une gauche blanche qui ne prenait pas en compte les oppressions subies par les minorités en France. Et plus qu'une forme de désunion des militants, nous pensons qu'il faut y voir ici le symbole d'une divergence des intérêts et des priorités au sein d'une jeunesse militante fragmentée, dans laquelle la couleur de peau tend à devenir le vecteur d'une différenciation revendiquée cette fois-ci. On peut y voir aussi le pendant inverse du slogan « Touche pas à mon pote » de 1985. Ce slogan, c'est celui finalement du blanc, c'est lui qui s'exprime, c'est lui qui dit « Touche pas à mon pote » et qui protège le racisé, qui lui est réduit au rang de pote, et surtout qui est là-dedans muet. Et récemment, nous avons aussi assisté à l'apparition de la non-mixité comme moyen de lutte, non-mixité au sens de genre, mais aussi de la couleur de peau, et l'idée est de créer un espace entre les membres d'une communauté victime d'une oppression, afin d'éviter tout phénomène de récupération. Dans un article du numéro de mai 2018 du Monde diplomatique, Walter Benn y parle de privatisation de la souffrance, pour exprimer l'idée selon laquelle l'autre ne peut imaginer l'oppression que l'on vit, créant ainsi la peur de ne pas être représenté correctement ou correctement défendu. Ce qui entraîne le repli sur les différentes individualités et favorise le développement de communautés de cause de plus en plus resserrées. Nous avons en effet pu constater lors des différentes mobilisations étudiantes de l'année dernière, et plus particulièrement lors du blocage de la faculté du Mirail, la revendication croissante de sa spécificité militante et de son identité politique unie. Donc les termes comme socialiste, communiste, libertaire, etc. Ne sont plus mis en avant et ont même tendance à être marginalisés. On parle parfois d'embrigadement, etc. À l'inverse de termes plus spécifiques, renvoyés à une lutte plus personnelle. Ou alors a été mis en avant des collectifs antispécistes, par exemple, des mouvements anarcho-féministes ou des groupes de militants racisés, en écriture inclusive, et des mouvements jusqu'ici peu visibles en France, et se revendiquant, par exemple, pour certains, d'afroféminisme, etc. Qu'il s'agisse donc de Nuit debout en 2015 ou des blocages de l'année dernière, aucun modèle commun ne semble s'être dessiné, tandis qu'une multitude de luttes ont énormément gagné en visibilité. Donc à présent, après avoir parlé donc, des impacts du discours, donc, de l'exception un peu sur les jeunesses politisées et urbaines que nous connaissons bien, nous allons essayer de faire de même avec des pincettes bien entendu, sur celle de banlieue, donc ici de l'immigration, malgré de plus faibles connaissances, on va dire empiriques, sur le sujet. Donc dans ces banlieues, les promesses d'égalité ne sont plus vraiment crues, ce qui fait que les individus ne partagent plus les représentations communes du discours républicain au profit donc du coup des individualités et de la démarcation de l'autre, donc l'exception. Hassan Benmessous, donc correspondant au Monde diplomatique, a mis en lumière un repli paradoxal vers finalement l'idéologie patronale, avec l'idée en fait de s'en sortir et ce qui passe souvent en fait par l'entrepreneuriat. Donc il illustre notamment cette affirmation avec l'exemple de Sciences Po, donc Paris, pas nous. Grâce au programme d'égalité des chances, un certain nombre de jeunes des quartiers entre guillemets ont pu accepter à l'institution, mais en revanche on va observer de fortes divergences de parcours
entre ces jeunes et la population, on va dire, dite classique de l'Institut d'études politiques de Paris. En effet, ils ne vont souvent pas se diriger vers des carrières politiques, académiques ou encore administratives, mais plus vers des carrières en fait entrepreneuriales ou commerciales. Donc. Le marché du travail leur étant souvent en fait inaccessible, un certain nombre de ces jeunes tentent de s'en sortir en créant leur boîte, en échappant ainsi donc aux discriminations à l'embauche. C'est donc un intérêt donc, pour l'entrepreneuriat qui est plus par défaut en fait que par idéal professionnel. On va se dire qu'en travaillant dur, on va échapper au quartier. On peut voir le poids des discours d'exception dans la société et les processus d'individualisation, donc en observant un désir d'émancipation du quartier, mais un désir qui n'est plus collectif, mais individuel. Donc on a une volonté en fait d'exception, donc appliquée à soi-même et revendiquée. Donc je peux prendre l'exemple par exemple des rappeurs Booba ou Caris ou PNL qui peuvent apparaître comme des modèles parce qu'ils s'en sont en fait sortis par eux-mêmes et par leur travail et ou leur talent, et avec un discours de self-made man qui est très présent en fait dans leurs textes. On peut également faire un parallèle du coup avec le football, donc beaucoup de joueurs professionnels sont issus de ces quartiers. Sauf que, comme le montre l'enquête conduite par Laurent Bonelli et Fabien Carrier, donc même si elle est relativisée, cette volonté de s'échapper au quartier va entraîner un certain nombre de ces enfants, des fractions stables de ces milieux populaires, vers le repli, voire la radicalisation ou le djihadisme. Ces enfants donc, sont souvent issus de parents qui cherchent en fait, à s'en sortir via la réussite scolaire de leurs enfants, ce qui est à l'origine d'une certaine frustration de ces derniers, qui peut les amener donc, à se replier sur par exemple le djihadisme. Cette cause semble largement sous-estimée et absente de certains discours journalistiques dominants en France. Donc on voit vraiment comment le discours de l'exception, donc au sens très large, impacte la politisation ou la dépolitisation de la jeunesse de banlieue. Et cette politisation ou dépolitisation, elle est impactée par un discours sécuritaire martelé depuis des années dans l'espace public, ainsi que par un sentiment de méfiance croissant envers l'avenir et les pouvoirs publics. Donc à ces substitutions progressives de l'État-providence au profit pour certains de l'unique État répressif, s'ajoute la défaite du discours Black Blamber de la fin des années 90. La jeunesse française, des banlieues françaises, cherche alors à se défaire d'un universalisme qui n'a pas su lui faire de place, ni expliciter et combattre les dominations qu'elle dénonce. Ce nihilisme républicain a des conséquences manifestes. On observe un retour sur l'entre-soi, sur un sens commun qui n'est plus construit par le haut, au niveau de la nation, mais qui est laissé au choix des individus qui construisent à leur échelle. Donc cette échelle du récit dépend de l'échelle de l'émetteur. La nation, elle peut dans une certaine mesure, et dans des formes que nous ne détaillerons pas ici, produire un récit national, un ensemble de représentations censées lier les citoyens autour de valeurs et de croissance commune. Or, il arrive parfois que ces deux récits ne tiennent plus debout, que beaucoup n'y croient plus, voire même lui tournent ouvertement le dos. La France, post-attentat, peut-elle toujours se targuer d'être la patrie des droits de l'homme, par exemple ? Au pays des merveilles, on se fait la guerre pour du Nutella, écrivait en mai dernier rapport Egregor pour ce morceau Lettres aux Africains. La désillusion est double et dorénavant ancrée dans les esprits. Donc nous avons cherché avec Baptiste à décrire un phénomène de politisation communautaire avec tous les guillemets qu'il est possible de mettre à ce mot, qui semble alors se développer et au sein duquel les liens intercommunautaires sont fragiles. Différents rapports au monde se font face au sein de la jeunesse et du champ militant, et ceci étant renforcé par une construction discriminatoire des identités sociales, liée notamment à l'importante ségrégation spatiale du territoire français que le caractère performatif du discours de l'exception sécuritaire vient renforcer. Finalement, ce qui apparaît compliqué à créer aujourd'hui, c'est une solidarité entre les luttes, ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Ce concept est développé par Kimberly W. Crenshaw et cela définit le fait qu'un individu est sujet à plusieurs types de discrimination à la fois, par exemple le sexisme et le racisme. Ce concept est repris par plusieurs associations et mouvements militants aujourd'hui. On peut citer l'exemple d'ACT UP qui milite pour l'accès aux soins des personnes séropositives, mais qui sont aussi mobilisés sur toutes les questions liées à la précarité. Ici, on observe l'idée d'une solidarité entre diverses luttes qui évite d'une part le communautarisme et d'autre part l'appropriation d'une lutte qui n'est pas la sienne. Par ce biais, l'exception ne semble plus être un obstacle à une lutte globale et commune.
Donc cependant, l'intersectionnalité et la convergence des luttes restent très embryonnaires et est parfois critiquée par certains mouvements militants, qui craignent que ces termes soient en réalité détournés de manière à faire que certaines luttes prennent le pas sur d'autres. On assiste alors à des formes de méfiance, voire de concurrence en fait entre les luttes. Donc on observe une peur, donc souvent justifiée en fait, de l'appropriation d'un mouvement par rapport à un autre. Par exemple, l'association antispéciste 969 Life avait, il me semble l'année dernière, prévu un happening devant l'Assemblée nationale, donc le 10 mai 2017, donc jour officiel de la commémoration des victimes de l'esclavage. Donc les militants profitaient de cette date pour dénoncer l'esclavage et l'holocauste que les animaux subiraient. Et on a assisté en fait à une véritable levée de boucliers de la part des milieux antiracistes qui accusaient l'association de récupérer le combat contre l'esclavage à leur profit. Autre exemple, lorsque l'année dernière l'université de Tolbiac a été occupée, certains mouvements antiracistes ont dénoncé en fait la récupération par la lutte sociale par des autres luttes en fait. Donc c'est pour ça que j'ai terminé du coup avec le communiqué de l'association Riposte antifasciste antiraciste populaire. Qu'on se le dise une fois pour toutes, la convergence des luttes n'est qu'un outil marketing politique, une punchline vide de réalité qui sert à cacher les différentes discriminations que l'on retrouve dans les mouvements de gauche, aussi radicaux qu'ils se prétendent être. Cette difficulté à mobiliser autour de revendications communes, notamment au sein de la jeunesse, peut s'expliquer d'abord par l'accroissement des inégalités économiques et sociales au sein de la société. Ce fossé qui tend à se construire entre les différents groupes sociaux fait que les individus, en fonction de leur trajectoire sociale, de leurs expériences, ne partagent pas les mêmes référentiels, la même vision du monde. Comme l'explique Joseph Gusfield dans l'ouvrage Symbolic Crusade, un fait social ne peut être considéré comme un problème public que lorsqu'une norme, une vision commune est acceptée par la majorité. Une question se pose alors, comment mobiliser sur certains enjeux lorsque la société, en raison de son individualisation et de sa précarisation, est divisée entre plusieurs visions du monde qui souvent s'affrontent et s'opposent. Pour illustrer cela, on peut citer l'étude menée par le collectif du 9 août sur la lutte contre la fermeture de l'usine Molex en 2008 par les ouvriers. Dans le cadre de cette mobilisation, on pouvait voir deux visions du monde s'affronter. D'une part, celle de la rationalité économique qui était soutenue par les cadres et le personnel du siège social de l'entreprise. Ces individus qui sont hautement diplômés et qui sont habitués à une mobilité transnationale ne comprenaient pas le refus des ouvriers à se déplacer dans la France pour trouver de nouveau du travail, car le déplacement pour eux, en fait, n'était pas synonyme ni de déracinement, ni d'insécurité ontologique. Les ouvriers, quant à eux, percevaient cette fermeture comme un vol, et ayant un ancrage local fort, ne pouvaient imaginer partir. Ici, on voit deux perceptions qui sont diamétralement opposées, mais néanmoins, ces deux visions sont sociologiquement fondées. L'individualisme et la difficulté de mobiliser s'expliquent par le fait que les individus, face au constat des inégalités, de la précarisation, ne partagent pas une perception commune de ces différents faits sociaux. Pour compléter cette interprétation, on peut citer le sociologue François Dubé qui évoque une individualisation de l'expérience des inégalités. Jusque dans les années 1980, les inégalités étaient vécues par les individus au prisme des classes sociales et donc vécues au travers du collectif. Excusez-moi. Donc, cependant, depuis une trentaine d'années, on peut observer que des inégalités qui jusque-là étaient tues sont médiatisées, comme par exemple les inégalités entre femmes et hommes. Cette multiplication des inégalités fait que chaque individu est traversé par divers faits d'inégalité. Ainsi, les personnes, même au sein d'un espace social homogène, peuvent alors se comparer, et je cite ici Dubé, dès lors, la conscience individuelle des inégalités l'emporte sur le sentiment de partager la même condition que les autres. Cette individualisation de l'expérience des inégalités amène alors les individus tant à se comparer à ceux ayant plus de privilèges qu'eux qu'à ceux en ayant le moins. La mobilisation paraît alors complexe car les individus, lorsqu'ils vivent ces inégalités, ne perçoivent pas les causes structurelles à l'origine de ces inégalités, mais plutôt la comparaison des inégalités des autres par rapport aux leurs. Pour illustrer cela, on peut prendre l'exemple récent du blocage qui a eu lieu ici, à l'Université du Mirail au semestre dernier, et plus particulièrement certains des arguments des étudiants qui critiquaient cette mobilisation. En effet, un certain nombre de personnes revendiquaient la nécessité pour eux d'aller en cours, désavouant ainsi le blocage de l'université. Bien sûr, ce type d'argument n'est pas une nouveauté dans la contestation de diverses luttes sociales.
Mais on peut néanmoins observer, au travers de ces réactions, cette individualisation de l'expérience des inégalités, dans la mesure où beaucoup d'élèves se disaient contre la sélection au sein des universités, mais ne se mobilisaient pas pour autant, car ils percevaient d'abord leur statut d'étudiant, parfois précaire, et la nécessité de valider leur année avant de percevoir une lutte contre des conditions d'accès à l'éducation supérieure pour tous les étudiants futurs et actuels. Enfin, il convient cependant de revenir sur la question des institutions au sein desquelles les individus se retrouvent. En effet, malgré une fragmentation et une individualisation des mobilisations, il existe encore des espaces où les personnes échangent et se mobilisent hors des logiques que nous avons tenté d'expliquer. On peut notamment citer la famille, les groupes de pairs ou encore les associations sportives ou humanitaires où les personnes peuvent s'engager. Au sein de ces espaces sociaux subsiste la notion de don et de contre-don au sens de Marcel Mauss, où des logiques normatives strictes n'apparaissent pas. C'est notamment le cas de l'engagement associatif, où des individus issus de milieux divers se retrouvent dans un même objectif, partageant ainsi leur temps et créant du lien social, encore une fois au sens de Mauss, hors de toute norme, c'est-à-dire hors de toute obligation. L'individualisation n'est alors pas totale, mais a un effet certain sur l'organisation du monde social, comme nous venons de le voir. Alors, tous ces clivages entre communautés et entre individus interrogent du coup sur la capacité à construire un message politique commun. On l'aura encore vu lors de Nuit debout à Marseille, les manifestants ont essayé d'aller dans les quartiers nord pour faire Nuit debout, et que les habitants, en substance, leur ont répondu « Vous nous avez laissés de côté pendant des années, pourquoi on viendrait vous aider dans vos luttes maintenant ?» Est-ce à dire qu'aucune cause commune, aucune utopie ne peut lier ensemble les masses comme a pu le faire le socialisme en son temps? Sûrement que non. Et des théories unifiantes cherchant à répondre à tous les clivages pour les déconstruire sont à l'œuvre aujourd'hui, notamment l'écoféminisme, donc théorie qui cherche à déconstruire la pensée binariste occidentale, basée justement sur l'exception, donc de l'homme sur la nature, de l'homme sur la femme, de la décision administrative sur le débat, d'un groupe social sur un autre. Mais que faire donc de ces grandes théories et de ces grands discours quand on veut agir sur un territoire qui n'est pas le nôtre, qu'on ne connaît pas? Les white gauchos donc, que nous sommes un peu peuvent s'alarmer qu'à la marche pour le climat du 8 septembre à Toulouse, sur 10 000 personnes rassemblées, j'ai compté, il y avait une dizaine de personnes de couleur. Donc on peut se demander à ce moment-là comment recréer un discours autour de grandes causes globales. Par exemple, quelque chose qui m'a paru intéressant, c'est que récemment la France Insoumise a testé une méthode, donc notamment à Toulouse aussi, la méthode Alinsky, donc qui se veut une méthode de coalition des colères, visant à écouter en fait les plaintes quotidiennes des habitants d'un quartier pour les fédérer autour de réunions en essayant de répondre concrètement à leurs problématiques du quotidien. C'est-à-dire qu'on va aller faire du porte-à-porte non pas pour vendre un projet politique, mais pour demander aux gens, dans votre quartier, qu'est-ce qui pose problème, et si deux personnes dans l'immeuble disent qu'ils ont un problème avec les poubelles ou avec le propriétaire qui n'est pas cool, on va se dire peut-être que vous pourriez en parler ensemble et créer comme ça de la politisation. Donc cette méthode a surtout été mise en place par des vieux militants de gauche, donc militants, France Insoumise, voilà, et dès lors a eu du mal à s'implanter donc dans ces quartiers, et on a découragé beaucoup du fait des problèmes de communication avec une population locale qui, à première vue, a été jugée dépolitisée par cette frange au final blanche et de centre-ville de la population. Et surtout militante avec un grand passé dans les partis, etc. Mais peut-être donc la leçon de ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que tout territoire est construit par ceux qui y habitent, et que l'inaccessibilité d'un espace n'est pas croissante en montant l'échelle sociale, mais est plutôt réciproque. Une banlieue n'est pas forcément plus accessible qu'un rallye, comme l'ont montré Vincent Charlot. Voilà. Tout territoire a ses codes, ses types de relations, son rapport à l'État, et cela ne s'apprend pas en 2 réunions publiques. Pour cela, la notion de territoire, que j'emprunte à la sociologie pragmatique de Bruno-Latour, ne prend sens que si elle ne fait pas fi, comme trop souvent dans la sociologie pragmatique, des rapports de domination. Et c'est peut-être l'apport de l'infrapolitique de James Scott, donc cher à notre professeur M. Darras, qui peut réconcilier ces deux courants sociologiques. Le dialogue politique, pour affronter les lourdes incompréhensions sociales, ne peut sûrement se baser que sur des relations interpersonnelles authentiques, construites sur le long terme, et ancrées socialement. Et alors l'ancrage social, Jean-Michel Fourniot, sociologue, l'introduit avec la notion de portée, c'est-à-dire tout ce qui laisse derrière lui un événement, un projet de relation, de signification, d'utopie sur un territoire.
On peut le relier à l'idée de Frédéric Lordon, pour qui, en ce moment, il se passe quelque chose. Et il a cette expression qu'il reprend souvent pour dire il se passe quelque chose en ce moment sur la cohésion des luttes, sur tout ce qu'on veut, mais on ne sait pas encore quoi, mais l'important c'est qu'il se passe quelque chose entre des groupes. Et c'est ce qui paraît le plus important. Il y a une construction, on ne sait pas encore vers où ça va. Trop tôt pour dire ce qu'il se passe, mais il se passe quelque chose quand des jeunes étudiants rejoignent des poteaux de grève à 5 h du matin pour soutenir une usine en grève. Il se passe quelque chose aussi quand, au bout de la 3e fois, un potager de banlieue parisienne installé par ses habitants n'est plus saccagé et devient un lieu de vie où on parle et où on débat. Au-delà des discours, c'est donc à travers une matérialité que le politique peut redevenir concret. Et pour conclure, à une plus large échelle, à l'époque de l'affirmation des droits civils, des droits d'autonomie, il nous semble important de réaffirmer l'importance des droits sociaux, économiques et culturels, donc ces droits créances essentiels, à l'effectivité de la démocratie dynamique, égalitaire, donc à haute intensité. Ces droits, d'ailleurs, dont la mise en œuvre par la Cour des droits de l'homme, par plusieurs cours des droits de l'homme non occidentales, comme la Cour interaméricaine des droits de l'homme, inspire Madame Ortiz, ça devrait tous nous inspirer. Et pour finir cette table ronde, je passe la parole à Noé qui va justement revenir sur une de ces initiatives les plus radicales et criantes de matérialité aujourd'hui, concrète, qu'un système démocratique peut atteindre, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Oui, donc pour rester sur cette question des mobilisations politiques, puisque la question qui nous a notamment été posée, c'était celle du rapport de la jeunesse, en particulier de la jeunesse militante, au thème de ce colloque, donc à savoir l'érosion des droits et de la démocratie. Il nous a semblé particulièrement intéressant de nous intéresser à une lutte relativement emblématique aujourd'hui, qui est celle qui s'est développée à Notre-Dame-des-Landes. Bon, comme vous le savez sans doute, c'est développé sur place ce qu'on a appelé une ZAD, zone à défendre, qui est un détournement de l'acronyme administratif zone d'aménagement différé. Et c'est un lieu qui nous semble fortement symbolique dans le paysage militant actuel, où plusieurs d'entre nous nous sommes rendus à différentes reprises. Sur la ZAD, on parle même, suite à l'abandon de l'aéroport, de la première grande victoire politique de toute une génération. Et donc la question qu'on a voulu se poser, c'est sur cet espace particulier, quel rapport au droit finalement a lieu. C'est quelle réaction face à cet état de droit qu'on dit en érosion, quelle réaction cet espace témoigne. Et ce qui nous a paru, c'est que cet espace, on l'a interprété comme un lieu de résistance à l'hyper-juridicisation de la société. Donc pour étayer mes propos, je vais me baser sur les quelques articles qui ont été écrits sur cette zone, parce que c'est une zone très peu étudiée par les chercheurs en sciences sociales, et sur un livre d'un collectif implanté sur la ZAD et qui a fait une centaine d'entretiens pour essayer de comprendre ce qui se passe sur ce lieu-là. Donc au niveau du rapport au droit, je passe très vite sur un répertoire d'actions relativement classique des mouvements sociaux, à savoir les militants contre ce projet ont évidemment saisi les différents recours juridiques possibles. Il y a une équipe juridique qui s'est constituée, qui a été chargée donc d'accompagner ceux qui ont été accusés en justice, de faire le lien avec les avocats soutien de la lutte, etc. Mais ça c'est un répertoire d'actions relativement classique. Il y a évidemment tout un travail de contre-expertise, etc. Mais ce qui a fait bien sûr la renommée de cette lutte, vous le savez, c'est l'occupation directe, puisque il y a eu 2 vagues successives d'occupation en 2008-2009 et 2011-2012 sur la zone même du coup où devait être construit l'aéroport. Et donc c'est évidemment, selon une opposition classique entre la légalité et la légitimité, c'est le projet d'aéroport, bien que légal, n'est pas considéré comme légitime et on est prêt à utiliser des moyens illégaux pour empêcher sa réalisation. Donc ici, ce qui nous a paru intéressant, c'est que le droit, finalement, loin d'être perçu comme un moyen de protection des intérêts des citoyens face aux pouvoirs économiques et face aux aléas sociaux, et semble être perçu comme l'instrument même au service de ces pouvoirs, puisque, en l'occurrence, de la multinationale Vinci qui a obtenu la construction du projet. Et donc cette ZAD se veut comme une véritable zone de non-droit, c'est-à-dire non pas un espace sans règles, mais un espace où le droit de l'État-nation n'a pas vocation à s'appliquer. C'est-à-dire une véritable zone d'expérimentation où le droit étatique est davantage perçu comme un carcan que comme un moyen d'émancipation. On l'a évoqué aussi au cours de ce colloque. Et justement, dans ce livre, il y a une citation par exemple
Il n'est guère d'élan qui ne se voit aujourd'hui contenu par une quelconque norme d'hygiène, de construction, de sécurité ou de bienséance. Le désir d'inventer des formes de vie inédites, à la mesure de cet étrange territoire, l'absence de force politique coercitive et les étouffus de la zone de non-droit, tout concourt à faire de la ZAD un refuge ouvert aux marges. Et donc c'est finalement l'absence de l'État dans sa définition même, à savoir le monopole de la violence physique légitime, qui va permettre d'ouvrir un espace d'expérimentation et par exemple, je cite toujours, de construire à loisir la cabane de ses rêves, sans se soucier de permis de construire, tout en trouvant gratuitement la plupart des matériaux, ou encore de faire une radio pirate sans se soucier du CSA. Et donc, c'est ce qu'on a voulu appeler une résistance à l'hyper-juridicisation de la société, c'est-à-dire que les occupants refusent, dans la mesure du possible, de se conformer aux multiples normes juridiques qui réglementent aujourd'hui les différents secteurs du monde social, puisque le droit est aujourd'hui se réfracte en différents sous-droits. Et alors, l'objectif n'est plus, dans la mobilisation politique, d'essayer d'améliorer les règles existantes, par exemple en faisant du lobbying auprès du pouvoir législatif parisien, mais de définir ici et maintenant une manière de vivre hors des normes juridiques, on pourrait dire hors normes. Et donc une situation exceptionnelle finalement, puisque c'est une exception au sein de l'État, qui bien sûr n'est pas formalisée juridiquement. Donc par exemple l'anthropologue Frédéric Barbe parle d'un régime critique spécifique de l'habité, c'est-à-dire faire de la politique avec son corps, avec sa vie. Puisque le principe de la ZAD est celui de l'autogouvernement. Par exemple, sur la gestion des tâches domestiques, chaque lieu de vie va déterminer le mode qui lui convient le plus en fonction, c'est des règles qui vont demeurer là, relativement informelles et en fonction des accords intersubjectifs entre les individus. Sur tel lieu, on va avoir une rotation programmée des tâches, sur tel autre, ce sera une gestion plus souple selon le volontariat. Et le but est d'éviter, dans la mesure du possible, la spécialisation de certains sur des tâches particulières et de se prémunir d'une division du travail selon le genre et selon une dichotomie entre le travail intellectuel et le travail manuel. Alors bien sûr, il ne faudra pas croire que sur cette zone, aucune infrastructure n'est présente. Il y a des infrastructures collectives, par exemple du non-marché, c'est-à-dire que sont rassemblés une fois par semaine sur la zone les légumes produits et récupérés par les habitants libres, donc selon les besoins de chacun. Donc sur cette zone, une forme de vie se développe sans que nécessairement des normes juridiques doivent être fixées pour établir les devoirs et les droits de chacun. Donc ce sont des règles plus ou moins tacites qui doivent demeurer provisoires. La sociologue Geneviève Pruvos parle d'une critique en acte de la vie quotidienne. Je la cite, « Faire la démonstration in situ qu'un autre monde est possible en proposant un renversement complet des normes en termes de prise de décision, de rapports sociaux de sexe, de modèles économiques, d'organisation domestique. » Alors bien sûr, du fait de l'absence totale de police et d'institutions judiciaires sur cette zone, une question qui revient souvent, c'est celle de la gestion des conflits. Et je voudrais vous parler rapidement d'un exemple d'une procédure qui s'est mise en place pour effectivement gérer des conflits qui étaient à un moment particulièrement saillants, et les structures formelles d'organisation, les AG, les réunions hebdomadaires, avaient montré leurs limites. C'est la création de ce qu'ils ont appelé le cycle des 12, qui est en fait un groupe de médiation des conflits qui s'est développé sur la ZAD, donc sur la base du tirage au sort. Donc tous les 15 jours étaient tirés au sort 3 personnes et 3 lieux de vie. Donc ces 3 lieux de vie devaient fournir chacun une personne. Et donc ces 6 personnes étaient mobilisées pendant un mois pour essayer de gérer les conflits qui se déroulaient sur cette zone, avec une rotation tous les 15 jours, enfin des mandats qui se chevauchaient comme ça. Et donc ça nous semble ici vraiment une résistance à l'hyperjuridisation, dans la mesure où, certes, une procédure s'est mise en place, mais ce qui est refusé, c'est de développer un corpus de règles applicables aux multiples situations possibles, mais plutôt d'avoir des règles souples et amendables qui sont mises en place quand des problèmes persistent et nécessitent une coordination soit mise en place. Donc face à cet état de droit et cette démocratie formelle qui s'érode, il y a une partie de la jeunesse militante, pas que de la jeunesse d'ailleurs, qui rejoint ce type d'espace où l'on préfère quelques règles tacites à la codification juridique de la réalité quotidienne. Et donc la multiplication des ZAD, donc hier celle du testé contre le barrage de Stevens, aujourd'hui vous avez peut-être entendu parler de Bure contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Cette multiplication des ZAD semble montrer un certain succès de cette forme de lutte sociale aujourd'hui dans la jeunesse. Voilà.
Donc, pour conclure, on précisera que le modèle de la ZAD n'est pas, selon nous, à considérer isolément du reste de la société. L'exception normative basée sur la mise en flou de nos repères collectifs et l'exacerbation de l'étanchéité de nos frontières sociales conduit à créer une société où la norme est omniprésente mais absurde, sans règles sociales à même de diffuser un message ni un sens commun à sa population. Et au-delà des ZAD, les campagnes se repeuplent de néo-ruraux en quête de sens, comme on dit de manière caricaturale mais parlante, luttant contre des politiques hygiénistes de l'Union européenne pour développer des circuits courts où l'économie perd son caractère exceptionnel pour retrouver le cours normal des choses. Dans les banlieues aussi, on l'a vu, là où l'État n'est plus autre que sécuritaire en tout cas, les gens construisent des récits qui leur sont propres, se organisant contre une force déstabilisatrice permanente, cette exception normative qui vient imposer l'instabilité par des exigences administratives toujours plus importantes et la répression sécuritaire préventive. L'exception, au final, c'est ce qui vient casser le continuum de la vie pour s'y adapter. C'est le principe de règles qu'on fixe. C'est peut-être justement la norme non formalisée, donc qui n'a pas besoin d'être fixée. L'ère de l'exception serait dès lors l'ère de la suradministration, amenant à un anéantissement des possibilités de discussion pour se comprendre et faire ensemble le vivre ensemble. Et pour conclure, on aimerait retenir 4 propositions qui valent ce qu'elles valent, mais qui se dégagent de nos réflexions et qu'on peut mettre en débat. La première, c'est que l'ère de l'exception est pour nous liée à une fuite en avant d'un système à bout de souffle, qui profite des dernières technologies disponibles pour empêcher une population qui en aurait les moyens intellectuels et techniques, donc avec la technopolitique par le bas notamment, de s'organiser contre l'oligarchie dominante. La deuxième conclusion, c'est que cette nouvelle forme de domination sociale passe selon nous par l'inégalité de sécurité ontologique, qu'elle soit législative ou quotidienne, et qui passe paradoxalement par une sécurisation et une hyper-juridicisation afin d'empêcher l'institutionnalisation, donc l'empowerment, des groupes dominés. On est là dans quelque chose de très orwellien avec des discours schizophrènes faisant penser à la double pensée, symbolisée par le « en même temps » macronien, qui se traduit par des lois contradictoires, comme l'a montré Adèle. Donc notre troisième conclusion serait celle qui dirait que face à l'abandon d'un récit ou d'un sens commun délivré par l'État, donc l'individu individualiste et les communautés communautaristes pourraient peut-être être susceptibles de s'ouvrir sur d'autres collectifs locaux, d'être vus au-delà d'individualisme et de communautarisme, pour s'ouvrir à des collectifs soit locaux, soit de cause, et possiblement globaux, afin de reconstruire une politisation commune. Enfin, notre dernier point, peut-être plus utopique, c'est de montrer qu'on a compris le caractère non viable au niveau matériel et peut-être psychologique aussi et social de cette technopolitique. Et en fait, à travers un tas d'exemples, on voit que des gens ont cherché la résilience dans l'abandon, l'éloignement pur et simple des technologies. Et la prochaine émancipation, peut-être, se fera frontalement contre une technologie qui reste particulièrement jeune, qui a à peine quelques décennies, et qu'on peut, avec un recul de 50 ans, imaginer peut-être disparaître. Je vous remercie beaucoup. On a peut-être forcément un peu dépassé, mais je me dis que le débat sera peut-être plus intéressant que le buffet. Pour des réactions ou des questions avec le micro qui puisse circuler. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me... Bon, je peux parler comme ça. Je pense que tout me... Merci. Alors, merci à tous et à toutes pour tout le travail que vous avez fait. Excusez-moi mon français, j'essaye de parler. Si je dis des choses qui ne sonnent pas bien, vous dites-moi. Alors, il y a beaucoup de choses là pour en réfléchir. Mais je veux commencer par la dernière chose qui a été dite par... excusez-moi. Noé. Vous avez tous quel âge, plus ou moins 20, 21, 22 Plus jeune. De 20 à 23. Ok. Bon, je pourrais être votre mère. Je me demande, qu'est-ce que c'est le droit pour vous? Parce que
je peux user le tout ou le vous. Qu'est-ce que vous préférez? Vous ou tu? Et pour moi aussi, ok? Alors, est-ce que tu penses tu as parlé de la zone à défendre? C'est une situation de non-droit, vraiment? Ou est-ce que la notion de droit que nous avons, c'est peut-être une notion très pauvre et que finalement tout est droit? Nous parlons toujours d'une certaine normativité. Et que peut-être il n'y a pas façon de parler de hyper-juridification, mais que c'est toujours nous vivons toujours dans un monde où les règles, tu vas parler des règles, mais c'est peut-être des principes qui sont plus flous et qui nous permettent de vivre ensemble. C'est seulement l'État, mais là, il y a une sorte d'État. Tu as parlé de management, de gestion des conflits. Qu'est-ce qui... What happens when someone is not going to respect the rules that were created there? Okay, it's the same when we are here in France or in Portugal or in Italy. It's the same sort of state, right? So I wonder what is le droit pour toi et pour vous. Je sais, c'est très compliqué à répondre. C'est une question éternelle. Mais est-ce qu'on pouvons vraiment parler de non-droit? Et puis, la question des caméras, c'est seulement la matérialité des caméras ou aussi de l'architecture? Parce que, par exemple, tu vois aujourd'hui dans plusieurs villes une sorte d'architecture hostile. Et alors, ce ne sont seulement pas les caméras, mais toutes les façons de ségréguer et de gentrifier. Oui, c'est toujours une gentrification de la société de plus en plus visible, pas seulement par les caméras. Tu as parlé du journalisme. Gentrification. Vous savez, oui. C'est quand on rend le centre-ville agréable pour des élites. Ou pour les jeunes qui font part d'une certaine classe sociale. Alors on fait propre le centre-ville, we clean up the city so to bring the good ones and take away the people that were living there for a long, vous savez. Alors, une autre chose, c'est à propos du journalisme. Il y a toujours, quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait un débat à propos de ce rappeur, un mec qui fait du rap, qui avait écrit une chanson qu'ils disent que ça va inciter à la violence. Et après, j'ai vu notre reportage sur ce chef de police à Rodez qui était tué. Et le journaliste a utilisé le mot marginal. Qu'il avait été tué par un marginal, pas par un individu. Alors cette idée de, comme vous avez déjà dit, de travailler sur la sémantique. Une autre chose, quand tu as parlé, je me souviens du film I, Daniel Blake, par Ken Loach. Et je crois que vous n'avez pas fait, bon, mais il n'y a pas de temps toujours de faire ces choses-là, d'analyser quelle est l'importance de l'art, l'importance du cinéma, de la musique, de tous aujourd'hui pour vous qui sont des jeunes, et comment est-ce que vous vivez ce monde-là? Le monde artistique, qu'est-ce qu'il peut donner? Quel type d'alternative peut-il donner en ce cas de l'exception, de création des exceptions?
Et aussi les questions du bien commun, vous n'avez pas touché ça, même si c'est là. Et quelle technologie parle-t-on? Quel type de technologie? Parce que nous vivons toujours dans un monde de technologie. Ça, c'est une technologie. Ça, c'est une technologie. Alors, quel type de technologie, pouvons-nous abandonner? Merci, c'est tout. Oui, répondre rapidement. Pardon. On pose des questions globalement. Vous voulez répondre ou on continue? On n'a pas de temps, on va faire globalement. Allez-y, Jacques. Oui, moi je brièvement, je trouve la réflexion que vous avez conduite sont vraiment d'une remarquable qualité. Il n'y a aucun paternaliste de ma part en disant ça, mais je trouve qu'elles sont vraiment très intéressantes. Alors vous avez abordé une multiplicité de questions, on peut les reprendre une par une, et ce sera un débat très très intéressant, mais beaucoup trop long. Alors moi je me bornerai juste à une remarque en revenant sur la question de l'exception. Première remarque, l'exception c'est vraiment inéluctable. La liaison entre norme et exception, c'est tout à fait lié. Il y a de l'exception dans la norme, il y a de l'ordre dans l'exception, et ça renvoie à la dialectique d'ailleurs plus globale, ordre et désordre, à la fois dans le domaine physique, dans le domaine social, dans le domaine politique, dans le domaine juridique. Dans l'ordre, il y a déjà du désordre, et dans le désordre, il y a déjà de l'ordre. Dans la norme, il y a déjà de l'exception, et dans l'exception, il y a déjà de la norme. Ça, c'est un point tout à fait capital. Mais alors, je reviens sur ce que vous disiez tout au commencement, le règne de l'exception. Alors là, je trouve qu'il faut être quand même prudent par rapport à ça, parce que ça renvoie au moins à deux configurations qui sont quand même très très différentes. Première idée, règne de l'exception, finalement, on est en présence de normes floues, ce que Jean Carbonnier en droit appelait le flou du droit. Les normes sont floues, donc c'est le règne des cas particuliers, et donc le mot exception devient un mot fourre-tout, c'est une banalisation du concept d'exception. Ou alors, deuxième, et pour moi c'est la seconde interprétation qui est la bonne, on est en présence au contraire de normes fortes, de normes importantes, il y a une normativité forte, et à ce moment-là, l'exception, c'est ce qui déroge fondamentalement à cette normativité forte, et ce qui pose toute une série de problèmes spécifiques. Donc il faut se méfier quand on dit règne de l'exception. Bon, l'exception, est-ce que c'est les cas particuliers qui se généralisent compte tenu du flou du droit, ou en présence d'une normativité forte, est-ce qu'il y a l'exception contre cette normativité forte, et qui va faire bouger cette normativité forte, d'ailleurs, toujours en liaison avec cette dialectique inévitable entre norme et exception. Juste peut-être un mot, tu veux bien faire passer le micro? Bravo, hein, je dis que ça. Ah, moi aussi, je trouve que vous avez été très très bon. Et je voulais juste vérifier un petit truc. Dans le prolongement de Jacques, j'ai l'impression que vous avez complètement dépassé en fait ce débat sur le rapport exception ou norme, ou même cette façon de le penser. Au bout d'un moment, je me suis demandé si pour vous, au fond, l'exception, c'était pas synonyme de ce procès intrinsèque au monde dans lequel nous sommes, d'individuation. Et on n'est même plus dans la question du cas particulier. Vous dites, au fond, on est dans une stratégie politique d'explosion de toute forme d'agrégat, quelle qu'elle soit, à la fois dans une logique complètement sociétale, dans une logique aussi de stratégie politique de sécurité. On est tous sommés, isolés, individualisés, responsables de notre individualité, dangereux même par ces formes. Et j'ai eu le sentiment, du coup, on peut dire, si vous le prenez comme ça, en effet, l'exception est devenue la règle, elle se substitue même à l'idée de la règle. Les règles ne sont plus qu'une normativité fluide, réversible. Est-ce que j'ai bien compris cette dynamique d'assimilation que vous faisiez progressivement entre exception et individuation? Merci. Je voudrais vraiment vous dire merci. La joie d'un enseignant, c'est de voir ceux à qui il a donné des cours faire ce que vous avez fait. Là au moins on voit qu'on est utile. Merci. Je voudrais
mettre l'accent sur un petit point. Je sais que la langue française, c'est votre langue. Toutefois, quand on travaille sur un thème comme celui que nous avons aujourd'hui, l'exception, sous l'angle terminologique ou conceptuel, il faudra faire une ignorance consciente. Parce que la définition que vous avez faite, vous n'avez pas poussé loin la définition. Il faut vraiment, quand vous travaillez sur un thème comme celui-là, faire beaucoup de définitions. Vous avez fait, certes, la définition étymologique, et puis bon, c'est tout. Il faut pousser un peu loin. Par exemple, faire la sémanciologie. La sémanciologie, c'est cette définition qui va vous permettre de voir la relation entre les différents sens du mot et les idées qui sont développées après. Vous pouvez faire l'inverse, qui est l'onomaciologie, qui va vous permettre de voir à partir des différentes idées qui sont développées, quelle est la corrélation entre ces idées-là et le mot. Cela vous permet déjà de définir déjà votre posture en tant que scientifique et d'engager le débat. Si vous aviez fait cela, on pourrait déjà voir au début dans les définitions que le mot exception se présente comme un mécanisme de résilience, d'avancée décisive, de triomphe face de triomphe de l'adversité. Voilà, c'est là. Et c'est à partir de là que le travail commence. Ça a manqué. Merci. Merci. Vous avez la parole. Merci pour ces questions très intéressantes qui ouvrent beaucoup de pistes. Pour répondre à votre première question, à ta première question du coup, sur est-ce que la zone est-ce que la ZAD est vraiment une zone de non-droit, ce que je voulais dire que je parle quand les acteurs sur place parlent de zone de non-droit, c'est qu'il n'y a pas de codification juridique des règles qui se passent. Mais bien sûr qu'il y a des normes sur la ZAD, bien sûr qu'il y a des normes, mais heureusement. Enfin, je veux dire, l'homme en tant qu'être social vit dans un univers saturé de normes en permanence. Mais ne pas figer ces normes dans des corpus, c'est une idée de se dire elle reste provisoire, enfin elle reste amendable et provisoire et on a besoin de faire un certain nombre de procédures. Par exemple, une norme sur la ZAD qui me paraît particulièrement intéressante, c'est que on privilégie le principe d'usage au principe de propriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui avec le droit de propriété, vous êtes propriétaire de telle parcelle de terrain, et si vous en faites rien, ben vous allez rester propriétaire, et si on va dans cette parcelle, vous pouvez être attaqué en justice. Sur la ZAD, il y a un endroit, une cabane, machin, elle est plus utilisée, mais au bout d'un moment, la personne, au bout d'un certain temps, elle a le droit légitimement de s'y installer. C'est le principe d'usage. Et voilà, par exemple. Donc évidemment qu'il y a des normes, mais elles ne sont pas vraiment codifiées. Et après, juste pour revenir à ce que vous disiez à la fin sur l'art, par exemple, c'est clair que l'art est très très important sur la ZAD. Il y a énormément de concerts, énormément de musique, il y a énormément de peinture, il y a un studio d'enregistrement, et là je suis clairement d'accord avec vous que l'art dans la lutte sociale et plus largement dans l'épanouissement, est primordial, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est vrai. Bon, après sur la question de notre rapport au droit, chacun personnellement, je pense que ça, on en parlerait des heures, mais voilà. D'accord, d'abord pour continuer un peu sur ce rapport au droit, rapidement moi je pense que c'est important de différencier un peu comme le concept de démocratie, disons l'idéal de la démocratie et les formes de la démocratie. Je pense que le droit, il y a la conception qu'on va en avoir, et là c'est vraiment une conception différente de ce que le droit sur la ZAD pour moi, et à travers aussi des pratiques du droit qui sont très différentes en fait. Pas basé sur les mêmes principes que ce qui va se faire plus largement dans la société. Ensuite, pour revenir, vous avez parlé des caméras de surveillance. C'est vrai que pour moi, un instrument de surveillance, comme une caméra, c'est d'abord un croisement
c'est un croisement entre différentes finalités, différents moyens, différents buts. Donc j'ai évoqué le droit à l'oubli. Par exemple, qu'est-ce qui nous empêche, si on fait une connerie qui est filmée, que ça soit réutilisé contre nous, par exemple. Et donc que des bases de données soient créées à partir de là, et ces bases de données qui sont interconnectées. Donc ça, c'est tout le concept de biométrie. En fait, on va vraiment vers quelque chose où tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va pouvoir produire sur Internet, mais aussi, par exemple, dans la vie de tous les jours, peut être croisé, interconnecté, réutilisé, on n'a aucun contrôle là-dessus. Et ensuite, vous avez parlé de ségrégation, enfin de gentrification. Et alors, pour moi, l'exemple que j'ai pris de matériel urbain anti-SDF, pour moi, alors c'est vraiment l'exemple parfait de... C'est juste un bug. Ok, pardon. L'exemple voilà, parfait de cette mise à l'écart des gens, c'est vraiment prendre quelque chose de très simple, de très concret, prendre un banc, prendre un parapet et mettre des objets en fer qui vont t'empêcher de t'allonger dessus. Enfin, c'est quand même incroyable, et ça passe sans aucun problème. Alors c'est choquant déjà quand c'est des propriétaires privés qui font ça, mais alors quand c'est juste à côté de nous par des acteurs publics qui les mettent en place, d'ailleurs j'ai du mal à voir comment ça peut être légal, mais apparemment ça pose aucun problème. Donc voilà, c'est tous ces aspects de ces instruments de surveillance, mais aussi de contrôle sur le corps, et on a tendance avec un peu toute cette idée d'internet, de big data, un peu de cosmos, un peu de la donnée et tout, que les gens peuvent penser parfois qu'il faut s'éloigner du côté du matériel, du rapport au corps. Moi je pense que c'est tout l'inverse. Ça cache un peu le fait qu'il y a de plus en plus d'inégalités par rapport à ça, par rapport à qui est où, qui peut faire quoi, et comment il peut s'exprimer, comment il peut être exprimé. Pour rester donc, sur toi et tes questions, rapidement sur la question des technologies, effectivement même la ZAD c'est un exemple un bouillon de technologie, mais autre. Peut-être sur de quelle technologie on parle quand on dit technologie non viable, c'est la high-tech, la technologie intrusive, donc la technopolitique par le haut notamment. Et pour ça, on peut renvoyer notamment à l'ouvrage de Philippe Biwix, donc en français, qui s'appelle L'âge des low-tech, où justement il reprend quelles technologies pour demain qui ne sont pas high-tech, qui ne sont pas basées sur les terres rares, mondialisées, etc. Rapidement, donc sur le commun, effectivement, c'était en filigrane en fait pendant tout le long. C'est vrai qu'on aurait pu mettre le mot commun, je l'ai mis un moment quand je parlais de l'exemple du potager dans les banlieues par exemple, mais c'est clairement ça. Et en fait, l'exemple du matériel urbain qui est anti-SDF, c'est le contraire du commun, effectivement. Et sur le rapport aux politiques, effectivement, je pense que le droit, comme quelque chose qui se construit au quotidien, ça passe justement par la discussion, et c'est ça dans ma conclusion que je voulais amener, cette idée d'exception comme suradministration qui empêche les gens de se parler. C'est vraiment cette idée où à un moment il y a tellement d'étiquettes partout que c'est un peu trop. Dernièrement, sur les marginaux, ça rejoint complètement la biopolitique de ce qui a le droit de vivre ou pas, enfin les marginaux. Je veux quand même rajouter un truc, c'est que si ça avait été quelqu'un qui était noir ou black, on n'aurait pas dit marginal. Marginal, c'est le mot pour dire les blancs qui sont pas normaux. Sinon, ils sont... pour passer au reste, peut-être le rap, tu voulais dire un truc? C'est bon, c'est déjà... Oui, c'était sur l'art, effectivement. On a pas mal parlé du rap comme exemple. Mais effectivement, l'art est partout. Oui. Du coup, je vais essayer de faire une réponse un peu commune à vos trois interventions. Sur l'exception, en fait, et... je suis assez content en fait parce que vos remarques reviennent à ce qu'on a essayé de dire, et en fait vos remarques sont peut-être dues au fait qu'on n'a pas réussi à l'expliciter assez, mais je pense que le but de l'exposé c'était de ne pas avoir une définition ni juridique ni de sociologie du droit, mais d'essayer de la ramener à une sociologie peut-être un peu plus globale et d'essayer de voir l'exception à plusieurs niveaux, donc stratégie politique, fait social d'aujourd'hui, mais aussi comme terme conceptuel qu'on peut utiliser sur toutes les périodes, sur, je sais pas, qui je suis pour dire ça, mais peut-être qu'un jour on pourra faire de l'histoire à partir de la socio-histoire, à partir des peines de l'exception, justement sur cette idée que d'un point de vue théorique, l'exception, c'est, comme vous dites, ça c'est ce qu'on a essayé de montrer, c'est cette idée de changement, l'exception, elle est partout en tant que concept. Et après, donc, sur l'exception en tant que stratégie politique, donc, où là il y a le débat dont vous parlez, donc est-ce qu'on parle de flou ou justement de normes fortes?
je pense que justement essayer d'en prendre l'exception comme terme sociologique, ça nous permet de comprendre le lien entre les deux. Et je pense que cette notion de sécurité ontologique différenciée qu'on a essayé de montrer, elle explique un peu ça. En fait, il y a des normes fortes qui sont... en fait, elles sont fortes et elles sont floues en même temps. Enfin, elles s'imposent aux individus de manière très forte. Et en fait, le flou, il est là pour deux choses. D'abord pour empêcher la création d'un imaginaire collectif, mais aussi pour permettre à toute une classe dominante, alors peut-être que j'y vais à gros traits là, mais de s'échapper en fait du droit. Et c'est cette idée de sécurité ontologique différenciée, c'est que en fait par la mise en flou du droit, on libère toute une partie des... Ouais, genre, enfin, je reprends un truc un peu populiste peut-être, mais des ultra-riches, notamment avec les lois sur... Enfin, les niches fiscales, pour moi, c'est exactement ça. C'est cette idée comment on a un droit avec une fiscalité qui est censée s'appliquer à tous, qui va en fait par exception, et au final, enfin, cette exception, c'est une mise en flou, va diluer ça et libérer ces gens-là de responsabilités, donc fiscales notamment. Donc ça complète peut-être la partie un peu d'Adèle sur la législation, etc. Qu'est-ce que je voulais dire je sais pas si j'ai à peu près répondu. Je voulais faire une petite réflexion aussi que la langue française, c'est sûrement autant la vôtre que la nôtre. Et que oui, effectivement, sur... Enfin voilà, je pense que oui, j'ai répondu sur le fait que l'exception, c'est une... Enfin, je crois qu'on a employé le mot, il y a un lien entre exception et résilience qui tourne autour de cette idée de changement. Enfin, donc voilà, je crois que j'ai essayé de répondre en tout cas. Merci. On va être obligé, malheureusement, la discussion peut continuer, de passer aux restitutions des tables rondes. Je vous remercie encore. Merci. Après compliqué. Ah oui, non, mais bien sûr, merci.